Bonjour à tous et bienvenue dans le studio de la Sphare Jeune pour une session podcast très originale. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le docteur Casala, président du club d'histoire d'anesthésie et réanimation, qui va donc nous parler d'histoire et plus précisément de naissance de la prévention des épidémies. Merci beaucoup de cette introduction. Bien, c'est sûr que je vais vous parler de la naissance de la prévention des épidémies, mais c'est le sujet de recherche de Louis-Jean Dupré qui malheureusement n'a pas pu se déplacer et qui m'a demandé de le remplacer. Donc, les épidémies, de tout temps, ça a été dévastateur au point de vue des décès. Et on peut dire que cette importance des épidémies, la peste, le choléra, la petite vérole ou variole et la grippe, ont tué, depuis le début des temps, plus de centaines de millions d'humains. Alors, quand il n'y avait pas de traitement, comment faisait-il plutôt pour traiter les épidémies? Eh bien, selon l'aphorisme d'Hippocrate, il faut partir vite et loin et revenir lointainement. Donc, il faut vraiment échapper à l'épidémie. Mais on s'aperçoit que c'est aussi le meilleur moyen de diffuser une épidémie. Alors la quarantaine, elle apparaît dans la Bible, selon le Lévitique, où on met les gens en quarantaine et surtout toutes les personnes approchant un goronéique devaient être considérées comme incluses. Cette quarantaine, c'est un moyen qui était utilisé parce que le commerce se faisait par la mer et les bateaux qui venaient d'une région suspecte étaient bloqués en quarantaine. Quarantaine, c'est parce que c'est les 40 jours du carême, hein, étaient bloqués avec leurs marchandises, leur équipage et leurs passagers pendant 40 jours. Ça a diffusé d'abord dans les villes, puis après dans les régions. Mais au moment, en 1720, lors de la peste de Marseille, qui a été catastrophique, la notion de quarantaine va s'accompagner de la création d'un billet de santé ou passeport de quarantaine. C'était un passeport qui permettait de dire qu'on n'était pas venu d'une région infectée. Mais s'il y avait des fraudeurs, attention, les peines sont sévères. Emprisonnement, et s'ils essayent de fuir, on les tue. C'est tout simple. Il n'y a pas de problème. En 1423 se créent les lazarets. En haut, vous avez, je ne sais pas si on peut mettre, non. En haut, vous voyez le lazaret de Venise, qui était à Santa Maria di Nazareth, fondé en 1423, qui est le premier lazaret d'Europe. Donc, on y mettait les malades et les gens suspectés de contagion. Les lazarets se multiplient et en bas à droite, vous avez le lazaret de Marseille. Mais ces lazarets ne sont pas que dans les ports, ils vont aussi dans les terres. Le confinement, qu'il soit volontaire, vous voyez, le premier conseil à donner est de se tenir enfermé chez soi. Ça, c'est volontaire. Mais on voit qu'il y a aussi des confinements imposés, et on regarde dans ce texte, on remarqua à Toulon, en 1720, que l'hôpital de la Charité, placé sur les glacis de la ville, fut exempt de la contagion, quoiqu'il y eût 400 pauvres, tant qu'on les laissa renfermés. Donc, blocage. Alors, le pass sanitaire, pendant une épidémie de polio au XVIIIe siècle, un certificat était nécessaire pour les varioliques, comme quoi ils étaient guéris. Ça devait être signé par 2 personnes, dont un médecin, et il était indispensable. C'est le précurseur du pass sanitaire. L'efficacité des mesures d'isolement est liée à une application très stricte, mais on voit dans ce texte
qu'il y a vraiment des problèmes de retentissement économique et c'est traité au fur et à mesure. Si l'on passe maintenant aux gestes barrières, les mesures de distanciation au XVIe siècle, devant un sujet infecté, la distance à respecter est de 10 à 12 pas, c'est-à-dire 12 à 15 mètres, sans véritable justification scientifique. Il fallait faire attention à rester au ventre du malade et non pas sous le vent. À la fin du XIXe siècle, Karl Flug va prouver que la propagation des gouttelettes de salive va sur 1 mètre ou un peu plus, mais pas plus. Mais quand les travaux récents, lors des éternuements, les grosses gouttelettes vont jusqu'à 2 mètres, mais les plus petites vont jusqu'à 7 à 8 mètres. Donc, nos anciens n'avaient pas tort dans leur distance. Alors là, c'est un principe qu'a détruit Louis-Jean Dupré et Jean-Louis Scholtès dans un article dans l'histoire de la médecine, qui montre que le masque de Corbin à bec de corbeau, là qu'on voit, n'a jamais été utilisé par les médecins. Delorme, M. Delorme, a dit en être l'inventeur à un abbé de Saint-Martin, qui était quelqu'un d'une grande naïveté. Ceux qui ont été présents sur les lieux de la peste et qui auraient été censés l'avoir porté ne l'ont jamais porté. Ceux qui en parlent dans les publications n'ont jamais été présents sur les lieux où ce masque aurait été porté. Ils rapportent des ouï-dire. Donc, en gros, ce masque que l'on voit partout, il était surtout utilisé lors des bals masqués. Alors, au XVIe siècle, la protection des voies respiratoires pendant les épidémies, c'était avec des pommes de senteur devant le nez ou des éponges imbibées de vinaigre qu'on se mettait sur les lèvres. Alors, c'était bien pour les femmes qui portaient un masque parce qu'elles ne voulaient pas, il fallait qu'elles gardent le visage pâle. Et ça a été caché. Mais chez les hommes, les masques, porter un masque semblait ridicule. Surtout que ça a été interdit parce qu'on ne voulait pas que des malandrins se cachent sous ce masque et surtout que des gens porteurs de petites véroles cachent leurs lésions sous le masque. La peste de Mandchourie, vous avez vu Lien Te, qui est le premier médecin chinois de médecine moderne, et un Français, Gérald Mesny. Tous les deux ont fait évoluer le concept. Parce que Mesny ne croyait pas à la transmission aéroportée. Alors que William Tech mettait des masques et tout. Mesny, ne croyant pas à ça, est mort 4 jours après son arrivée. Alors, les Chinois et les Japonais ont mis des masques, mais les Russes n'en ont pas mis. Et les Russes ont eu une mortalité terrible, alors que les Japonais et les Chinois n'ont pas eu, pour ainsi dire, pas de mortalité. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il fallait mettre un masque. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe en Asie, le port du masque est devenu une réalité et a été admis partout, et continue actuellement. Mais ce n'est pas le cas en Occident. Vous avez des anti-masques qui distribuent des tracts, et on reproche notamment que le masque cacherait le joli visage des jeunes filles. J'adore cette expression. Lors d'une épidémie, lors du début des épidémies au XXIe siècle, le SRAS, l'H1N1, des études ont montré que même s'ils n'offraient qu'une protection limitée, les simples masques en tissu pouvaient être utiles. On en vient maintenant à la variolisation. La variolisation, on voyait qu'était pratiquée depuis longtemps en Orient. Et Lady Mary Wortley Montaigu, qui était la femme d'un ambassadeur en Turquie, l'a importée en Europe. Mais
ce système était dangereux actuellement parce que 2% des cas, il y avait des morts. Donc, il ne fait pas l'unanimité. C'est Jenner qui, à la fin du XIXe siècle, à qui on attribue la paternité de la vaccine. Il utilise le virus de la vaccine ou cowpox, qui est une maladie bénigne de la vache, pour immuniser les humains contre la petite vérole. 20 ans avant lui, Benjamin Gesty avait déjà utilisé cette technique pour sa femme et ses 2 enfants, mais on l'a oublié. Cependant, la vaccination connaît de nombreux opposants accusés des maux les plus farfelus, comme il faut laisser faire la nature, seuls résistent les plus forts. En 1878, Pasteur met au point le vieillissement au contact de l'oxygène de l'air des bactéries du choléra des poules pour en atténuer la virulence. Des siècles avant lui, les brahmanes de l'Inde avaient fait exactement la même chose pour la variole. Alors, au point de vue des vaccins, en 1879, vaccin vivant atténué, choléra des poules. En 1880, vaccin inactivé, charbon. En 1967, vaccin sous-unitaire pour l'hépatite B. C'est-à-dire, par le génie génétique, on élimine ce qui est toxique et on fait la vaccination, nécessité d'un adjuvant. La vaccination est obligatoire pour les soignants. Et ça nous a complètement supprimé les hépatites dans le service. En 1990, vaccin vectorisé Johnson, AstraZeneca. Et en 1990, on commence aussi avec les vaccins à ARN messager, Pfizer, Moderna. Donc, vous voyez une évolution. Mais il y a aussi quelque chose qui influe sur les épidémies, c'est la peur. Et le choléra, c'est la peur bleue. Donc, beaucoup de gens ont très peur, mais on pense que la peur bleue favorise les contaminations. Thalès de Crète, connu pour avoir mis en exergue l'influence de la musique sur la psychologie, au VIe siècle avant Jésus-Christ, il aurait mis fin à une épidémie en égayant les habitants par la musique. D'où l'adage « la musique adoucit les mœurs ». Et cette étude de 91 montre que bien que des contaminants volontaires avec différents rhinovirus, l'augmentation des symptômes. Sur le tracé du bas, c'est l'augmentation du stress, et sur le tracé du haut, c'est le nombre de symptômes, et vous voyez que la courbe va en montant. Donc, en 2020, on publie sur la souris, on inicule un cytomégalovirus. Le risque est lié au stress par la médiation des récepteurs bêta-2 à l'adrénaline. Nos anciens avaient donc bien raison. En conclusion, l'histoire nous a bien montré les moyens à utiliser pour lutter contre les épidémies. Il est important de le rappeler, car malheureusement, nous avons trop vite tendance à l'oublier. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Casala, pour ce très beau podcast qui peut nous faire réfléchir à l'actualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à envoyer des questions directement sur le site du CHAR. Merci encore pour votre présentation et puis à très bientôt. On l'espère. Au revoir.